On va commencer le Tech Talk tranquillement. J'ai lancé la VOD, le live. Vous pouvez dire bonjour à ceux qui regardent en VOD sur YouTube. Voilà, faites-vous plaisir. Dites-leur salut, salut, comment ça va, souhaitez-leur la bonne année, tout ça, tout ça. Pendant que moi, je vais vous parler vite fait des news qu'on va aborder cette semaine. Alors, on va commencer tranquillement par jeux vidéo, très rapidement. Trois petites news sur des jeux vidéo. Ensuite, on va parler du gros morceau du CES qui concerne pour moi la conférence qui a été donnée par AMD et l'annonce de leur nouveau processeur et de leur nouvelle carte graphique. On va ensuite passer sur le deuxième gros bout qui a été annoncé pour moi qui concerne Nvidia avec nouvelle carte graphique, nouvelle techno supportée, etc. Et ensuite, on va aller dans les trucs un petit peu plus light qui ont été annoncés lors du CES, notamment 2-3 PC portables, notamment chez Acer, chez MSI, chez Asus, des écrans, des annonces d'écran, des annonces de télé, notamment de la part de LG. Voilà. Et aussi d'autres choses, des news de chez Razer, de chez HP. Et on va finir par deux petites news sur une carte graphique de chez Asus, là une RTX 2080 Ti de chez Asus, et un écran également de chez Asus qui a été annoncé encore une fois après 3 ans, enfin ça fait 2 ans qu'il est annoncé et il n'est toujours pas sorti. Voilà. On va pas parler de l'award gagné par un sextoy, non. On va pas parler de cet award qui a été prix de l'innovation, je pense, qui a été gagné par un sextoys au CES 2019, juste avant d'être retiré du salon, parce que ça a soulevé une énorme polémique, le fait que un tel objet soit montré au CES en soi et reçoivent une récompense pour prix de l'innovation de la part du comité du CES. Ça a fait une énorme polémique en disant oui, blabla, la communauté high-tech et technologie, c'est une communauté bien sexiste, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Et du coup, ça a tout simplement, l'objet a tout simplement été retiré du salon. Mais nous n'en parlerons pas, vous pouvez vous renseigner là-dessus. D'ailleurs, ce n'est pas le seul objet, on va dire, pour adultes qui a été présenté lors de ce salon. Il y a aussi d'autres choses qui se sont présentées. Il y en a toutes les années parce que c'est aussi un domaine où au final la technologie peut apporter des nouvelles choses. Voilà. Les objets connectés, ça s'applique à tout. Et la VR, ça s'applique aussi à d'autres choses, pas que aux jeux vidéo, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc à chaque fois, chaque année au CES, il y a des petites annonces qui concernent un peu les plus 18 ans. Pour le bonheur de tous. On peut dire ça comme ça. Donc j'ai pas pris ce jeu par hasard. Oui, c'est un gros jeu qui va sortir très prochainement, fait par Ubisoft, qui est la suite de Tom Clancy's The Division 1. C'est d'ailleurs un jeu qui a été qui est un petit peu backé par AMD, c'est-à-dire que AMD s'est servi de The Division 2 lors de sa conférence pour montrer la puissance de la nouvelle carte graphique Radeon Vega 7. Voilà, c'est juste pour la petite histoire. Mais c'est surtout qu'en fait, The Division 2, c'est un des premiers jeux qui ne va pas être dispo sur Steam du tout, mais qui va être dispo sur le store d'Epic Games. Je pense que c'est une news qui vous a peut-être échappé, je ne l'espère pas, mais Epic Games, donc Unreal Engine, Fortnite, tout ça, Quake, Unreal Tournament aussi, hein, lance son propre magasin de jeux dématérialisés. De la même manière que Steam le fait, de la même manière que Uplay le fait, que Xbox le fait, et que maintenant aussi Discord le fait, puisque Discord a également une boutique de jeux intégrée aux clients. Donc Epic Games lance son magasin de jeux dématérialisés, et eux ils promettaient de prendre une marge beaucoup moins grosse que Steam, parce que Steam prend une marge de 30%, il me semble, je suis pas sûr du chiffre. Bref, ils prennent une grosse marge, retenez ça, et euh, Discord et Epic Games s'étaient dit, nous on va prendre une marge qui va être entre les 5 et les 10%. Donc une marge beaucoup moins grosse sur la vente des jeux. Et donc, The Division 2, qui va bien évidemment être disponible sur Uplay, parce que c'est un jeu Ubisoft, s'est dit, nous on va dire fuck Steam, et on va aller sur l'Epic Game Store, où du coup, le jeu sera dispo également, et où on récupérera plus d'argent que si on passait par Steam, parce que Epic prend une marge moins grosse. Voilà. Donc,
Première news par rapport à ce jeu-là, le premier jeu qui sera disponible sur l'Epic Game Store, enfin un des premiers jeux qui sera disponible sur l'Epic Game Store, et pas du tout sur Steam. On a également les spécifications du jeu qui ont été annoncées et dévoilées par Ubisoft, donc si vous voulez jouer en 1080p 30 fps, qui est le minimum, je pense que c'est dans les settings minimum, il faudra soit un ancien Core i5, donc avec 4 cœurs, soit un ancien AMD FX. Et au niveau des cartes, on remonte sur de la 6ème génération d'un point de vue du côté d'NVIDIA avec une 670 ou une 270 de chez AMD. Si vous voulez jouer dans les settings un petit peu près recommandés, 1080p, 60 fps, je pense que c'est des settings qui vont être en moyen. Moyen élevé, moyen je dirais. Ryzen 5, recommandé première gène ou un 4790K, 4790, donc un i7, donc 4 cœurs, 8 fils de calcul, donc des trucs un petit peu plus costauds, une 970 au niveau de la carte ou une 480 de chez AMD. Si vous voulez jouer en élevé, donc là on part sur une résolution un peu plus élevée que la 1080p, donc 1440p 60 fps, il faudra soit un Ryzen 7, donc 8 fils de calcul, première génération, ou un i7 6700K, 16 Go de RAM, et soit une Vega 56, soit une GeForce GTX 1070. A savoir que, à mon avis, le setting qui, eux, correspond à élevé, donc 1440p 60 fps, cette configuration-là permettrait de jouer en 1080p 60 fps ultra. C'est-à-dire que là, je pense qu'avec cette config-là, vous pourriez jouer en 1080p 60 fps, mais avec les settings graphiques au max. Si vous voulez jouer en 4K par contre, là ça commence à taper sévère, il faut soit du Ryzen 7 de dernière génération, deuxième génération, excusez-moi, avec du Radeon 7 de chez AMD ou une RTX 2080 Ti, et toujours 16 Go de RAM. Ça tape un petit peu quoi, là, jouer en 4K à The Division en 60 fps, ça demande plutôt une machine de guerre. On a des screenshots qui sont assez stylés, ceci dit. Hein. Voilà. Bref, on va continuer tranquillement avec une autre news qui concerne cette fois-ci. J'essaie de trouver un truc correct pour vous montrer ça là, parce que on va prendre celui-là, on s'en fout. Qui concerne la séparation de deux gros studios de développement de jeux vidéo qui sont Activision et Bungie. Je sais pas comment on peut prononcer ça, je sais pas si c'est Bungie ou Bungie. Bref. Donc ceux qui font Destiny. Bungie est le studio qui est à l'origine de Destiny. Avant c'était une sous-division d'Activision, donc ils travaillaient ensemble. Et donc là, les deux studios se séparent, donc l'éditeur Activision et le studio Bungie se séparent, et Destiny va rester à Bungie. C'est eux qui gardent l'entièreté des droits pour Bungie. Voilà. Donc en gros, Activision perd Destiny, ils n'auront plus que Call of Duty qui est vraiment une licence géniale. Hein. Call of Duty, on est tous très contents qu'Activision ait Call of Duty. Et c'est un coup dur je pense pour Activision parce que quand même Bungie c'était le studio avec lequel aussi ils avaient bossé sur Halo, qui est quand même une licence phare. J'ai jamais joué à Halo, ou une fois. J'aime pas tant ce jeu. Mais c'est aussi du fait que j'ai jamais beaucoup joué parce que j'avais pas de Xbox. Mais bref. C'est sans conteste une énorme licence, un très très bon jeu, ou plutôt une très bonne saga, Halo, et c'était une collaboration entre Bungie et Activision. Et Destiny, qui était également un énorme succès, Destiny 1 et Destiny 2, bah, c'était aussi une collaboration entre Activision et Bungie. Et là, le fait que les deux se séparent et que Bungie part avec toute la partie de Destiny, qui est vraiment je pense que c'est le fer de lance en ce moment d'Activision, parce que, désolé, mais Call of Duty Black Ops 4, il est un peu pas très bon, quoi. Hein. Je veux dire, qu'on se le dise, entre vous et moi, par rapport à Destiny, c'est un peu de la merde. Voilà, Destiny c'est quand même bien mieux. Voilà, je ne veux offenser personne. Hein. Oui, Activision Blizzard. Activision Blizzard. Ce qui d'ailleurs sauve Activision. On va continuer notre petite semaine au CES avec une news qui ne concerne pas du tout le CES. Pas du tout. Qui est la disponibilité de la démo
de Resident Evil 2 Remastered. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais Resident Evil 2 ressort dans 15 jours, je pense que c'est le 25 janvier ou le 28 janvier, quelque chose comme ça, ressort sur PC, Xbox One, peut-être, PS4, peut-être, je sais plus. En tout cas, je sais qu'il ressort sur PC, comme un jeu complet qui a été tout refait de A à Z. Donc d'un point de vue graphique, c'est top notch. D'un point de vue gameplay, ça sera beaucoup plus dans l'air du temps, fluide, etc. Et donc du coup, la démo est disponible. Vous pouvez directement aller sur Steam, télécharger la démo. Donc il suffit d'aller sur la page du jeu. Aller sur la page du jeu. Et ensuite, je pense que c'est dans les news ou dans les mises à jour récentes, il y a Resident Evil 2 One Shot Demo. Et vous pouvez cliquer sur cette news et ça vous redirige vers une autre page où vous pouvez télécharger la démo. La démo, en fait, ce qui se passe, c'est que elle est, comme vous pouvez le voir ici, là, du coup, j'essaie de vous montrer ça. Sur la page du jeu, vous descendez un peu, disponible le 25 janvier, vous allez là, Not on Resident Evil 2, One Shot Demo and Full Game. Vous pouvez cliquer là-dessus et là vous pouvez, Resident Evil 2, Biohazard, installer le jeu. Et ça, c'est une démo du jeu qui, du coup, est disponible pendant 30 minutes. Non pas que là, vous avez 30 minutes pour aller l'installer, mais qu'en gros, la première fois que vous lancez la démo, vous avez 30 minutes de jeu. Voilà. Et après ces 30 minutes, vous ne pouvez plus lancer cette démo. Donc vous avez 30 minutes de jeu au max pour tester Resident Evil 2. Ce qui se passe, bien évidemment, hein, vous en doutez, parce que nous, sur PC, on est des petits coquins, hein, on est des petits chenapans derrière notre écran. Eh bien, cette limitation dans le temps de 30 minutes a bien évidemment été craquée. Obviously, à quoi il s'attendait. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a un crack qui permet de casser cette limite de 30 minutes et ce qui débloque, en gros pas le jeu complet, mais vous pouvez rester dans la démo et tester bien plus longtemps que 30 minutes la démo. Voilà. Donc si jamais vous voulez vous amuser, déjà, vous pouvez télécharger la démo et essayer le jeu. Et ensuite, si vous trouvez que 30 minutes c'est pas assez et que vous voulez essayer un peu plus, bah, sachez qu'il y a un crack qui existe pour dépasser cette limite de 30 minutes. Voilà. Je mettrai les photos sur Discord, mais je trouve que c'est abusé, j'ai peur. Je pense que tu as essayé et t'as eu peur, d'accord. Au moins ça veut dire que le jeu est bon, parce que le but d'un Resident Evil quand même, avant en tout cas les premiers Resident Evil, 2, le 3, le 4, moi je flippais ma race quand j'y jouais, voilà, je le dis. J'étais plus jeune aussi, ça change. Bref, continuons sur les news qui concernent les jeux vidéo. On a une mise à jour de Future Marks 3D Mark, donc qui est un outil de benchmark extrêmement connu. 3D Mark, Firestrike, TimeSpy, etc. Et donc, Future Mark a lancé le premier benchmark officiel avec du ray tracing. Ça s'appelle 3D Mark Port Royal et c'est un des premiers benchmarks qui du coup permet de quantifier la puissance de votre carte graphique pour faire du ray tracing. Donc ça fait aussi beaucoup d'autres choses, hein. Il y a beaucoup de techniques de rendu 3D traditionnelles, mais c'est le premier benchmark plutôt, ou la première scène de 3D Mark qui intègre l'utilisation de DirectX Ray Tracing et qui du coup permet d'avoir des réflexions plus fidèles, des ombres plus fidèles et d'autres effets également. Donc illumination globale je pense, etc. etc. Donc vous pouvez également peut-être potentiellement trouver une démo de ce benchmark, mais je pense qu'il faut l'édition complète pour pouvoir le lancer normalement. Ouais, l'édition complète, il est intégré dans 3D Mark Advanced Edition qui coûte 30$. Voilà. Mais attendez-vous à que ce benchmark soit utilisé dans les 3/4 des benchmarks que vous allez voir pour les prochaines cartes graphiques qui vont sortir. Tous les gens qui feront des tests vont se mettre à utiliser ce benchmark dans leur run de benchmark. Ça va devenir une partie intégrante des tests parce que c'est quand même le premier qui utilise vraiment du ray tracing. Bon, on va passer à la grosse news de CCES qui est la conférence de AMD et l'annonce des nouvelles architectures de processeurs, des nouvelles
cartes graphiques et également des nouvelles architectures au niveau des processeurs de serveurs. Donc on va commencer par une petite news qui est passée pas tout à fait inaperçue, mais en gros, ils ont quand même montré un nouveau processeur EPYC qui est leur gamme professionnelle, donc qui est censé concurrencer les processeurs Intel Xeon, qui sont les gros pros. Donc on parle là de 16 cœurs, 24 cœurs, 28 cœurs, 32 cœurs, etc. Ils ont montré leur nouveau processeur EPYC, qui je pense le nom de code c'est ROM, EPYC ROM, qui du coup tourne sur une puce gravée en 7 nanomètres, ou plutôt plusieurs petites puces gravées en 7 nanomètres, qui a 32 cœurs, si je dis pas de conneries, 64 fils de calcul, si je dis pas de conneries encore, je pense que c'est 32 cœurs, 64 fils de calcul, et qui, avec un seul de ces processeurs-là, arrive à battre et à être plus rapide que deux processeurs Xeon les plus performants de chez Intel. Ça, c'est une news qui, moi, m'a laissé un petit peu sur le cul, c'est qu'ils ont pris les deux Xeon les plus puissants que faisait Intel à l'heure actuelle, qui étaient, je pense, des processeurs Xeon à 24 cœurs, et donc du coup, avec une de leurs puces EPYC, de leur nouvelle puce EPYC qu'ils annoncent, ils arrivaient à battre ces deux Xeon-là. Voilà. J'étais un petit peu bluffé, et je trouvais que ça méritait d'être mentionné. Mais bref, la conférence AMD s'est divisée en deux grands axes, si on peut dire ça comme ça, ou plutôt trois grands axes. Carte graphique, CPU pour Ultrabook, donc les PC portables très fins, et enfin CPU pour les PC de bureau avec des performances plus élevées, quoi. On va skipper la partie du milieu. Ils ont sorti des APU très puissants avec des très basses consommations, justement grâce aux 7 nanomètres qui vont être intégrés dans plein d'ultrabooks en 2019, que ce soit Dell, HP, je pense qu'il y a Asus, Acer, Lenovo. Ils ont plein de partenariats avec toutes ces marques-là au niveau des ultrabooks et des PC à basse consommation, tout en proposant des PC qui sont puissants et qui permettent un peu de faire du jeu vidéo vite fait de manière très minime, on va dire, mais parce que comme ils utilisent des APU, ils arrivent quand même à avoir la puissance des cœurs Ryzen avec la puissance graphique de Vega, puisqu'ils mettent des cœurs graphiques qui viennent de leur architecture Vega sur un petit APU qui consomme très peu. Et c'est peut-être un petit peu passé inaperçu dans la conférence, parce que c'était entre la grosse annonce de la nouvelle carte graphique Radeon Vega 7 et l'annonce des Ryzen 3000 avec la nouvelle architecture Zen 2, etc. C'était entre les deux, c'est peut-être un petit peu passé inaperçu, mais c'est quand même une annonce qui est assez importante pour le marché des PC portables et notamment des PC portables plutôt fins, on va dire. Tout ce qui est Ultrabook, etc., etc. Bref, en attendant, ils ont annoncé leur nouvelle génération de processeurs Ryzen, les Ryzen 3000. Et là, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très intéressant. Ils ont annoncé plusieurs trucs. Ils ont annoncé la nouvelle architecture, gravée en 7 nanomètres. Voilà, Zen 2, gravée en 7 nanomètres. Elle a montré un PCB du processeur, qui est cette chose ici, en disant, bah voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a notre puce de processeur qui est ici, qui est gravée en 7 nanomètres. Et à côté, on a toutes nos entrées-sorties, donc tous nos modules d'I/O, donc input-output, qui lui est gravé en 14 ou 12 nanomètres et qui lui va gérer tout l'interfaçage entre le reste du PC et le CPU en lui-même. C'est-à-dire que le CPU est gravé en 7 nanomètres, ce qui est vraiment le cœur du processeur, et par contre, tout ce qui est le module qui va gérer les communications avec la RAM, avec le reste de la carte mère, avec la carte graphique, avec les disques durs, etc., avec tout le chipset de la carte mère, lui c'est gravé en 12 ou 14 nanomètres. Ce qui fait que ça leur permet d'avoir un truc qui est pas tout gravé en 7 nanomètres, parce que le 7 nanomètres c'est quand même assez coûteux comme procédé de fabrication. Donc en gros, ils se sont dit, on va seulement utiliser cette technologie-là là où c'est le plus utile à l'heure actuelle, donc sur le processeur en lui-même. Donc voilà ce qu'ils ont annoncé pour leur Ryzen 3000. C'est des processeurs qui vont venir notamment avec un nouveau chipset, le chipset
X570 par exemple. Voilà, qui est le nouveau chipset qui fait suite au X370, X470 pour Ryzen 2, X570 pour Ryzen 3. Mais on reste sur le même socket, le socket AM4. Et ça, c'est une autre chose qu'AMD a fait très bien, c'est que là, quand les processeurs vont sortir, vous pourrez acheter un Ryzen 3000 et le mettre sur une carte mère Ryzen 1. C'est-à-dire, vous pourrez le mettre sur une carte mère X370 ou B350. Vous pourrez le mettre sur les cartes mères de première génération d'AMD Ryzen. C'est tout rétro-compatible. Et ça, c'est une excellente chose. Juste, vous avez une mise à jour de BIOS à faire et c'est bon. Donc tous ces processeurs-là, tous les premiers processeurs en tout cas de la série 3000 vont commencer à sortir en milieu 2019. Donc à s'attendre quelque chose entre mai et juin 2019, je pense. Donc voilà, on suppose qu'il y aura un lancement au Computex 2019. Que le lancement officiel se fera au Computex 2019 qui est du coup en milieu juin, je pense. Là, c'était vraiment juste un teasing et pour introduire l'architecture. Ce qu'ils ont fait, qui est extrêmement intelligent, c'est qu'ils ont fait un test en live sur Cinebench R15 où ils ont mis le Intel i9 9900K qui est grosso modo le plus puissant processeur de chez Intel d'un point de vue grand consommateur grand public, et à côté de ça ils ont mis un de leurs nouveaux processeurs Ryzen 3000. Voilà, ils ont mis les deux à côté et ils ont fait ok, on va runner Cinebench. Ce qui s'est passé, c'est que le Ryzen 3000 a obtenu 20 points de plus que le i9 9900K. Vous pouvez voir, tac tac tac, le Ryzen il était à 2057 points, le Intel était à 2040. Ce qui est aussi très intéressant, l'autre partie très très intéressante, c'est que le Intel a eu une consommation max de 180 watts, alors que le Ryzen a eu une consommation max de 134 watts. C'est-à-dire que AMD a réussi, grâce au 7 nanomètres, à faire un processeur qui consomme beaucoup moins que ce que fait Intel, et qui, d'un point de vue benchmark performance brute, a les mêmes, enfin arrive à battre de quelques points le meilleur processeur de chez Intel. Donc c'est cette partie-là qui est extrêmement importante, c'est qu'on a un processeur qui performe aussi bien et qui consomme beaucoup moins. Donc quand même, 134, 180, on est à 56 watts de moins, 56 watts de moins, quelque chose comme ça. 56 watts de moins, ce qui est quand même pas négligeable. C'est comme une amélioration au niveau de la consommation de presque 40%. C'est entre 30 et 40% d'amélioration au niveau de la consommation. Donc on a une très 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 bonne amélioration de ce point de vue-là, ce qui est très intéressant. Et Ryzen 3000, tac tac, gravé en 7 nanomètres. Le plus gros processeur, c'est 64 cœurs. Excusez-moi, le EPIC-ROM dont je parlais tout à l'heure, c'est 64 cœurs pour un pros, 128 fils de calcul. On a également Ryzen Threadripper, etc. Ce qui s'est passé, c'est que ce qu'ils ont fait aussi également lors de cette comparaison, lors de cette magnifique comparaison, le 9900K, c'est du 8 cœurs, 16 fils de calcul. Et ça fait 46 watts apparemment d'amélioration. 46, oui, je ne sais pas compter, effectivement c'est 46 watts et non 56. Et ça fait une amélioration de 25%, ce qui est déjà pas dégueu, ce qui est déjà plutôt bien. Ce qu'ils ont fait lors de cette comparaison, c'est que le 9900K, c'est 8 fils de calcul, enfin 8 cœurs, 16 fils de calcul. Et donc du coup, le Ryzen 3000 qu'ils ont pris, ils se sont dit, on va prendre 8 cœurs, 16 fils de calcul. Histoire de faire une comparaison vraiment, comparer des pommes avec des pommes, quoi. Je veux dire, ils voulaient pas comparer un processeur Intel qui a 8 cœurs, 16 fils de calcul à un nouveau processeur AMD qui aurait 12 cœurs et 24 fils de calcul. Parce que du coup, forcément, le 12 cœurs serait plus puissant. Voilà, c'était pas ça qui les intéressait. Eux, ils voulaient montrer que à nombre de cœurs égaux, ils arrivaient à battre ce que faisait Intel en consommant moins. Voilà, c'était vraiment ça leur point. C'est genre, ils ont comparé un processeur Ryzen 3000 qui a 8 cœurs, comme celui d'Intel, qui consomme moins et qui arrive à battre Intel.
Donc ça, c'est le point de vue. C'est extrêmement, extrêmement intelligent d'avoir fait ça. Surtout qu'après, ils ne sont pas vraiment étendus sur le reste. Donc évidemment, aussi, ils ont annoncé, ça s'est passé vraiment inaperçu, vraiment, vraiment inaperçu, ils ont annoncé la norme PCI Express 4.0. C'est un peu passé inaperçu parce que c'est pas hyper important pour les consommateurs lambda, parce que on n'était pas vraiment, on n'avait pas atteint vraiment la limite au niveau de la norme PCI Express 3.0. Il n'y a aucune carte qui utilise cette norme à son plein potentiel, donc c'est-à-dire que c'était pas forcément utile d'introduire la norme 4.0 de suite. Je veux dire, c'était pas vital. AMD, forcément, c'est ceux qui vont en bénéficier le plus rapidement, parce que c'est eux qui utilisent la mémoire qui est la plus large bande passante au niveau de leur carte graphique. Voilà. L'HBM2, c'est une mémoire graphique qui a eu une bande passante énorme, et du coup, augmenter, passer sur du PCI génération 4, qui augmente la bande passante, ça va leur permettre peut-être d'aller vers de la HBM3, HBM4, qui aura encore plus de bande passante que la HBM2 à l'heure actuelle. Alors que Nvidia, eux, ont des cartes qui utilisent moins de bande passante, mais qui ont des fréquences plus hautes. Donc, chose très intéressante d'AMD, d'avoir montré un processeur Ryzen 3000 avec 8 cœurs. Extrêmement intéressante. Voilà, parce que là, comme voilà, ça dépasse déjà le 9900K. Donc le petit die du processeur qui est ici, gravé en 7 nanomètres, et le die d'input-output, qui lui est gravé en 14 nanomètres. On peut le voir également, ce die, sur les processeurs EPYC. C'est-à-dire que les processeurs EPYC, c'est genre, vous prenez ça et vous le mettez en plus gros, vous mettez un die d'input-output au milieu, et vous mettez plein de petits processeurs autour. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire 64 cœurs sur un processeur EPYC. Ce qui se passe, ce qu'elle a également dit lors de la conférence, ou plutôt ce qu'elle a dit après la conférence, lors d'une interview, elle a dit que le chipset qu'ils avaient montré, c'était un 8 cœurs, mais que comme on peut le voir, il restait de la place en dessous. C'est-à-dire que ici, il n'y a rien, il y a de la place ici. Genre, je veux dire, oui, on pourrait dire que ils auraient, enfin, si ils voulaient pas utiliser cet espace-là, ils auraient mis le processeur, ils l'auraient descendu un peu et puis ils l'auraient mis juste à côté. Non, non. Ici, il y a de la place qui a été délibérément laissée pour quelque chose. Et ce qu'elle a laissé entendre, c'est que forcément, s'il y a de la place, c'est qu'ils ne voulaient pas s'arrêter à 8 cœurs. C'est que oui, ce qu'ils avaient montré sur scène, c'était un processeur 8 cœurs pour l'histoire de parité avec le 9904 chez Intel pour les benchmarks, mais que ça ne voulait pas dire que Ryzen 3000 s'arrêtait à des processeurs 8 cœurs. Notamment parce qu'ici, il y a de la place, donc on peut très bien mettre une autre puce de ce type-là, juste en dessous ici, et passer sur du 16 cœurs, 32 fils de calcul. Et là, ça devient intéressant. Voilà. Parce que ça veut dire que forcément, AMD a ça dans les stocks, et c'était prévu. Ça veut dire que, quelque part, le processeur qu'ils ont montré sur scène lors de leur conférence et qui a battu le 9900K sur Cinebench R15, c'était, selon toutes les spéculations que je peux faire, un AMD Ryzen 5 3600. Voilà. Qui, à mon avis, va coûter dans les 250-300 euros. Quelque chose comme ça. Parce que, si elle dit qu'il y a de la place pour mettre une autre puce ici, juste en dessous. Si elle dit qu'il y a de la place pour mettre encore une puce juste ici, ça veut dire que le haut de gamme de Ryzen 3000, ça sera du 16 cœurs, forcément. Tu doubles, tu passes de 8 à 16. Donc ça sera du 16 cœurs, 32 fils de calcul. Le haut de gamme de Ryzen, c'est toujours le Ryzen 7, ou à la limite Ryzen 9, ça dépend comment ils l'appellent. Mais ça fait toujours Ryzen 3, 4 cœurs, Ryzen 5, 6 cœurs, Ryzen 7, 8 cœurs. Sur les deux générations d'avant, ça a fait ça. Là, du coup, si on peut aller jusqu'à 16 cœurs, on se dit, le Ryzen 7 va avoir 16 cœurs. Donc, 8 cœurs, ça va être certainement le Ryzen 5. Et potentiellement, le Ryzen 3 aura 6 cœurs. Voilà.
Un truc comme ça. On peut voir un petit modèle comme ça. Ryzen 3 3000, 6 cœurs, peut-être avec 12 fils de calcul, ou peut-être avec 6 fils de calcul, hyperthreading ou pas. Le Ryzen 5, 8 cœurs, 16 fils de calcul. Et les Ryzen 7 seront à 16 cœurs, 32 fils de calcul. Et ça, c'est plus que probable. Vraiment, vraiment, vraiment plus que probable. Et ça, c'est encore mieux, parce que du coup, ça, plus une consommation plus basse, plus un prix qui reste le même prix que les Ryzen actuels, c'est-à-dire que Ryzen 5, il va pas passer de 250 à 500 euros, non, non, Ryzen 5 3000, ils vont les proposer à 250-300 euros, le Ryzen 7 va être proposé à 320-360 euros, voilà, donc on reste sur des prix qui sont très très abordables, et dans les prix que fait AMD à l'heure actuelle, quoi, ça reste dans les mêmes gammes de prix pour toute la gamme Ryzen, ça consomme moins que ce que fait Intel, et en plus, c'est rétrocompatible avec toutes les cartes mères qui sont en AM4, du moment que tu fais une mise à jour de BIOS. Donc, c'est vraiment une annonce qui a été cruciale pour AMD et qui fait vraiment, vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. On a un processeur qui va pouvoir monter jusqu'à 16 cœurs, 32 fils de calcul et qui va coûter moins cher, 2 fois moins cher qu'un 9900K. Voilà. C'est assez hallucinant. Bon, l'autre annonce de AMD, bien évidemment, c'était la nouvelle Vega qui est censée venir concurrencer directement la RTX 2080 de chez Nvidia. Voilà, c'est le plan, le but de cette Radeon Vega 7, c'est de venir concurrencer la Nvidia RTX 280. Est-ce que elle va y arriver? Peut-être, potentiellement, ça dépend de quoi on parle. Grosso modo, moi je dirais, ça dépend. Ce qui se passe, c'est qu'en tout cas, c'est clairement une grosse amélioration par rapport à Vega 64. Voilà. Va être à peu près 30% plus rapide que Vega 64. Et c'est gravé en... Est-ce que c'est gravé en 7 nanomètres? Oui, c'est gravé en 7 nanomètres. La carte qu'ils ont montrée, c'était une carte, on va dire, stock, avec 3 ventilateurs. Assez carré. Le design des cartes Radeon est souvent assez sobre. C'est hyper sobre, assez carré. Il y a très peu de courbes. Et ils ont montré ça sur plusieurs jeux. Et apparemment, c'est 30% plus puissant que l'ancienne génération, donc Vega 64. Il y a également des benches par rapport à la RTX 2080 qui ont été montrés, où la carte faisait copain-copain au niveau des performances avec la 2080. Vous allez voir un peu ça, tac tac, 7 nanomètres, 16 Go d'HBM2 au niveau de la mémoire, donc il passe à 16 Go au niveau de la mémoire. On a 60 unités de calcul, 3840 processeurs graphiques à l'intérieur, donc petit 3840 cœurs. Au niveau de la fréquence, elle monte jusqu'à 1.8 GHz, 16 Go d'HBM2, qui est du coup de la mémoire à plutôt basse fréquence, mais très haute bande passante, ce qui fait qu'on a une bande passante de 1 Tbps par seconde au niveau de cette carte graphique. Voilà. Donc une très très grosse bande passante. Donc, comment est-ce qu'elle s'en sort? Comment est-ce qu'elle s'en sort? Bon, blabla, Radeon 7, blablabla, oui, gaming, blablabla, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est... oui, bien évidemment, c'est meilleur pour tout ce qui est les softwares de rendu et de création multimédia qui vont utiliser la puissance de la carte graphique, évidemment. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est Vega 67 contre Vega 64 contre Vega 7. Avec des petits benchmarks où on a le nombre d'images par seconde moyen. Donc entre Vega 7 en rouge, Vega 64 en blanc, et on a le pourcentage d'amélioration qui est marqué en gris, du coup. Vous voyez que Assassin's Creed Odyssey, on passe de 28 à 36. Et je pense que c'est des tests qui ont été faits en 4K. Pour que vous disiez, parce que genre, je suis genre, wow, 28 FPS sur Assassin's Creed Odyssey, c'est pas beaucoup. Mais c'est des tests qui ont été faits en 4K. Donc c'est quand même une résolution qui est assez gourmande. Je veux dire, la Vega 64, pour moi, elle n'est pas forcément faite pour jouer en 4K. Elle est plus faite pour jouer en 1440p. Mais là, du coup, Vega 7, la nouvelle carte, peut se permettre de dire, oui, je suis une carte qui
permet de jouer en 4K à 50-60 FPS. Donc Assassin's Creed Odyssey, 28% d'amélioration, on passe de 28 à 36 FPS. Battlefield 1, 35%, on passe de 60 à 80 FPS. Battlefield 5, à peu près pareil, 33% d'amélioration, on passe de 46 à 62, etc. Les plus grosses améliorations, je pense, se font justement sur Battlefield. Ou non, sur Fallout 76, où on passe de 45 à 76 FPS, donc une amélioration de 68%. Et les plus petites améliorations, je pense que c'est Hitman 2, et puis Total Warhammer 2, ou encore justement Black Ops 4, où on a seulement 20% d'amélioration d'un point de vue des perfs. On passe de 68 à 82. Mais d'un point de vue général, avec une Radeon Vega 7, on gagne entre 25 et 35% de performance en plus par rapport à une Radeon Vega 64. Voilà, pour faire une petite moyenne, elle est quand même plus rapide d'environ 25 à 35% dépendamment des jeux. Ils ont ensuite comparé ça du coup, évidemment, à la RTX 2080 Ti je pense qu'ils ont montré 3 jeux, quelque chose comme ça. Je pense qu'ils ont montré 3 jeux différents. Alors, c'est sûr, c'était lors de la présentation, on n'a pas encore beaucoup de tests. Voilà, on sait pas, on n'a pas de test indépendant encore de la Vega 7, donc il va falloir d'attendre de voir d'autres benchmarks faits par tous vos tech-tubeurs favoris, sauf moi parce que je n'aurai pas cette Radeon 7, évidemment, parce que j'ai pas l'argent pour l'acheter. Mais donc du coup, selon la conférence AMD, elle ferait à peu près copain-copain avec la RTX 2080 sur Battlefield 5, 61-62 FPS, Far Cry 5, 61-62. Mais par contre, sur le moteur Vulkan, bah là, elle serait plus puissante que la RTX 2080 Ti, que la 2080. Voilà, 73-87 FPS. Je demande à voir. Après, Vulkan, c'est pas un moteur de jeu qui est utilisé beaucoup encore. Donc ça reste assez anecdotique parce qu'il y a seulement certains jeux qui utilisent Vulkan comme API. Bon, par contre, les jeux, du coup, si les jeux Vulkan ont des performances supérieures sur Vega 7, c'est quand même, ça peut être quand même intéressant et ça peut être un argument de vente. Autre point intéressant, la Vega 7 va être vendue à partir du 7 février 2019. Donc c'est très prochainement. Dans 3 semaines, elle sera en vente au prix de 700 $. Ce qui est quand même assez cher. C'est la carte de chez AMD la plus chère à l'heure actuelle, je pense. Voilà. Donc 700 $, il va falloir s'attendre à des prix qui sont autour des 720-730 €, grosso modo. Donc c'est à peu près les mêmes prix que la RTX 2080. Voilà. La RTX 2080 est un petit peu plus chère à mon avis. Elle va tourner plus autour des 800-830 €, comme 100 € plus cher. Mais la RTX 270 est par contre, elle, moins chère. Donc aux alentours des 550 €. Donc voilà, c'est quand même une carte qui est pas donnée. 700 $, c'est pas donné. Donc j'espère que les performances seront au rendez-vous. Mais ça a quand même l'air d'être une bonne carte. Quand même l'air d'être une très bonne carte. Voilà. Bien évidemment, AMD n'a absolument pas parlé de ray tracing pendant cette conférence parce que pour l'instant, ça ne les intéresse pas. Par contre, lors d'une autre interview, même plusieurs fois lors de plusieurs interviews, c'est une information qui s'est répétée. Donc Lisa Su, qui est la présentatrice et la CEO d'AMD, Dr Lisa Su, a bien évidemment certifié que AMD travaillait sur la technologie du ray tracing. Parce que voilà, je cite, je pense que le ray tracing est une technologie très importante et c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, que ce soit d'un point de vue hardware ou logiciel. Donc en gros, AMD n'oublie pas le ray tracing, AMD travaille sur le ray tracing. Je vous le dis, le ray tracing c'est le futur du jeu vidéo, je le crois vraiment, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus commun dans nos jeux. De plus en plus de développeurs vont l'adopter parce que ça donne des graphismes qui sont beaucoup plus réalistes, qui sont beaucoup plus fidèles et plus proches de la réalité.
grâce à parce que les autres techniques de rendu ne permettent pas tout simplement d'avoir ces visuels-là et ces graphismes-là. Il faut utiliser du ray tracing. Donc AMD travaille là-dessus, bien évidemment. C'est juste que pour l'instant, ils n'ont pas l'intention de sortir de cartes qui utilisent cette technologie-là, ni même de sortir cette technologie-là pour leur carte graphique. Parce que ils veulent le proposer, ils veulent le sortir quand ils pourront le proposer sur toute leur gamme de cartes graphiques, que ce soit l'entrée de gamme, le milieu de gamme ou le haut de gamme. Ils veulent pas que ce soit une technologie qui soit seulement réservée pour le haut de gamme et les cartes les plus chères. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils attendent avant de sortir cette technologie et que pour l'instant ils sont juste en train de bosser dessus, mais qui se concentrent sur d'autres choses essentiellement. Voilà. Donc. Voilà. AMD CEO, Ray Tracing est une technologie importante sur laquelle on travaille et ils sont très contents également que Nvidia ait choisi d'intégrer FreeSync. Et ça, c'est l'autre chose dont on va parler tout de suite, ou pas tout à fait tout de suite. On va passer sur cette news avant là. Bien évidemment, Nvidia, Jensen Huang, le CEO d'Nvidia, qui lui n'est pas docteur, pas du tout. Je pense qu'il est quand même assez malin, mais il n'a pas de doctorat en tout cas. Donc le petit monsieur à la veste de cuir s'est empressé de critiquer la nouvelle carte graphique de chez AMD, la Radeon 7, en disant c'est surfait. Les performances sont bancales et il n'y a rien de nouveau. Grosso modo, c'est ce qu'il a dit. Je cite ici, c'est ce qu'il a dit. It's underwhelming, the performance is lousy and there is nothing new. Voilà. There is no ray tracing, no AI, it's just a 7 nanometer with HBM memory that barely keeps up with a 1080. Voilà. Traduction, c'est surcoté. Les performances sont bancales, il n'y a aucune chose qui est nouvelle, pas de ray tracing, pas d'intelligence artificielle, c'est juste un chipset gravé en 7 nanomètres avec de la mémoire HBM qui a du mal à concurrencer une 2080. Si on active les DLSS, on va l'exploser. Si on active le ray tracing, on l'explose. Voilà. C'est grosso modo ce qu'il a dit. Donc forcément, on s'y attendait, c'était obligé. Ton concurrent sort un produit qui tient la route à peu près, tu peux pas. Nvidia ne sont pas connus pour être très fair-play et très bons joueurs. On va dire, ils vont pas dire ah bah bravo, c'est très beau produit, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Non, forcément, Nvidia, on les connaît tous, ils vont être genre petit coup de pute en disant non, c'est de la merde ton truc, on est bien meilleur. Voilà. Cependant, il soulève un point très très intéressant dans le sens où il a raison sur la moitié de sa phrase. C'est-à-dire que si les technologies, vu que la nouvelle Radeon 7 n'a pas les mêmes technologies que Nvidia, si une RTX 2080 utilise le DLSS, elle va forcément avoir de meilleures perfs qu'une Radeon 7. Si un mec veut utiliser le ray tracing, forcément la Radeon 7 pourra rien faire. Voilà. À part ça, de ce côté-là, d'un point de vue juste performance de jeu, sans utiliser les technologies propriétaires de chez Nvidia que sont le DLSS et le ray tracing, c'est pas propriétaire, mais qui sont disponibles sur les cartes Nvidia. Juste si on prend juste les deux cartes, la RTX 2080 et la Radeon 7, et qu'on les met côte à côte et qu'on les teste sur des jeux DirectX 11, DirectX 12 sans DLSS, sans ray tracing, là il a vraiment tort parce que je pense que les deux cartes seront assez proches en termes de performance et que la Radeon 7 va vraiment très très bien s'en sortir, voire peut-être potentiellement même battre un petit peu la 2080 sur certains jeux, dépendamment du moteur, dépendamment de l'optimisation, etc. Donc c'est sûr que là c'est full mauvaise foi de la part de Nvidia, parce que à mon avis la Radeon 7 est une concurrente directe à la RTX 2080 si on lui enlève les technos. Par contre, si on met la techno comme le DLSS, forcément, la 2080 va utiliser les Tensor Core et l'intelligence artificielle. Puis là, ça permettra d'avoir un boost en performance par rapport à la Radeon. Si on utilise le ray tracing, forcément, bref. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Il a également dit FreeSync, on n'a jamais prouvé que ça marchait, FreeSync. Et de ce qu'on sait, nous, Nvidia,
on a inventé l'ère de la synchronisation adaptative. La vérité, c'est que la plupart des écrans FreeSync ne marchent pas vraiment. Et des fois, ils marchent même pas avec des cartes graphiques AMD. Mauvaise foi x 100. Hein. Là, on est quand même sur de la grosse mauvaise foi. Hein. La FreeSync, ça marche pas. Et puis même la plupart des écrans FreeSync, ils marchent pas, même avec des cartes AMD. Mauvaise foi x 200. Hein. Alors que ce qui est très très drôle, parce que d'un autre côté, dans l'autre nouvelle, news suivante, voilà, celle-là, et celle-là, dont on va parler tout de suite, Nvidia, lors de sa propre conférence, a annoncé qu'ils allaient permettre d'avoir G-Sync sur des écrans FreeSync. Donc en gros, pouvoir utiliser la synchronisation adaptative des écrans FreeSync avec une carte Nvidia. Voilà, ils ont décidé de permettre ça. Et du coup, quand derrière il dit ouais, mais FreeSync ça marche pas, c'est de la merde, même avec des écrans et même les écrans FreeSync avec des cartes AMD ça marche pas, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Mais du coup, conférence Nvidia, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont annoncé du coup le support pour l'Adaptive Sync et en gros que AMD FreeSync deviendrait compatible avec les cartes Nvidia à travers un espèce de programme G-Sync. Ce qui se passe, c'est qu'en gros Nvidia, ce qu'il faut savoir c'est que FreeSync c'est totalement logiciel. Donc la synchronisation adaptative de chez AMD, c'est fait de manière logicielle. Il n'y a rien dans l'écran qui se charge de faire la synchronisation et de dire à la carte envoie-moi telle donnée maintenant, envoie-moi telle donnée maintenant. Non, c'est de façon logicielle. Les écrans de G-Sync, leur particularité, c'est que du coup, ils ont un module à l'intérieur de l'écran qui est fait par Nvidia et qui du coup se charge de cette synchronisation entre le taux de rafraîchissement de l'écran et l'output de la carte graphique et la sortie de la carte graphique. C'est-à-dire que c'est fait d'un point de vue hardware, cette synchronisation. Ce qui est souvent pour ça que G-Sync, d'un point de vue visuel, est légèrement meilleur que FreeSync. Voilà. C'est sûr que quand t'as jamais fait de synchronisation adaptative, quand t'as eu des écrans standards 60 Hz, tu passes sur un écran FreeSync ou G-Sync, tout paraît génial, mais généralement G-Sync est un petit peu plus... Il y a moins de sentiments, etc. C'est un peu plus précis au niveau de la synchronisation des images. Donc, le truc, c'est que les écrans coûtent plus cher, notamment parce que du coup, il y a ce module. Et parce que c'est la marque G-Sync, donc Nvidia charge bien cher pour qu'un écran soit G-Sync. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils se sont dit, bon, on voit qu'il y a beaucoup plus d'écrans FreeSync sur le marché, que G-Sync, ça marche moyennement bien, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent des écrans FreeSync. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de permettre à leur carte Nvidia d'utiliser la synchronisation adaptative FreeSync à travers du coup une ouverture des drivers pour G-Sync. Et donc je sais pas comment ils appellent ça. Ils appellent ça G-Sync compatible, en gros, compatible G-Sync. Des écrans qui sont compatibles G-Sync. Ils ont pris tous les écrans FreeSync du marché. Il y en a environ 400. Ils ont tout testé. Tout testé. Et ils se sont dit, ben voilà 12 écrans qui ont passé nos tests et qui vont être optimisés et qui vont être certifiés de marcher avec G-Sync. Voilà. Donc en gros, à partir de 400 écrans, ils en ont sorti 12 qui sont complètement compatibles avec G-Sync et sur lesquels on va pouvoir activer la synchronisation adaptative avec une carte Nvidia, même si c'est pas de base des écrans de G-Sync. Et ça sort le 15 janvier à travers des drivers. Donc tout va se faire à travers des mises à jour de drivers d'un point de vue logiciel. Donc en gros, si vous avez un de ces 12 écrans et que vous avez une carte Nvidia, vous êtes goldé parce que c'est certifié par Nvidia de marcher à 100% ou presque. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 trucs qui marchent pas forcément comme un vrai écran G-Sync. Ils vont continuer de tester des écrans
toujours, est d'essayer de travailler sur les drivers pour rendre de plus en plus d'écrans compatibles G-Sync de manière totale. Voilà. Par contre, en attendant, même si votre écran n'est pas dans la liste des 12 écrans, et que vous avez juste un écran FreeSync de base, vous pouvez manuellement activer G-Sync pour que ça fonctionne. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un de ces 12 écrans, si vous avez un écran FreeSync qui est certifié NVIDIA, ça marchera naturellement, ça marchera de base, ça sera automatiquement activé, etc. Pour ceux qui ont un des 378 autres écrans qui ont testé, et bien du coup vous pourrez faire un changement manuel, donc un override manuel pour activer G-Sync sur votre écran FreeSync. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ceux qui ne sont pas encore compatibles avec G-Sync, il y aura une nouvelle option du panneau NVIDIA qui permettra aux utilisateurs d'essayer et de manuellement du coup activer la technologie. Il se peut que ça marche, il peut que ça marche à moitié ou il se peut que ça marche pas du tout. C'est au petit bonheur la chance parce que comme pour l'instant eux ils certifient certains écrans, ces écrans là sont sûrs de marcher à 100%, mais tous les autres écrans FreeSync, pour l'instant comme le support et les drivers sont pas forcément mis à jour, etc. et qu'ils sont encore en train de les tester, il se peut que ça marche, il se peut que ça marche moyennement bien, il se peut que ça marche pas du tout. Voilà. Et en gros, histoire de garder un petit peu leur marque de fabrique G-Sync, eh bien ils ont sorti une espèce de tableau pour dire voilà les différents niveaux de G-Sync. On a les écrans qui sont G-Sync compatible, donc compatible G-Sync, donc tous les écrans FreeSync, etc. sur lesquels on a une expérience qui a été validée par NVIDIA, donc pas de scintillement, pas d'artefacts, et qui est par défaut, G-Sync sera activé. On a les écrans de G-Sync de base, ceux qui sont vraiment des écrans G-Sync, sur lesquels on a la même expérience censée. Plus en plus, on a une qualité d'image qui a été certifiée par NVIDIA. On a une case bullshit ici, vous le voyez. Et après, on a l'expérience G-Sync Ultimate, sur laquelle on a la même chose que les autres. Les écrans qui ont passé des tests d'image qualité. Et en plus, sur lequel on a un support HDR total, donc HDR 1000. Voilà. Histoire de... Ouais, ils se sont sentis obligés de faire des grades de G-Sync. Genre, ça c'est les écrans FreeSync, ça c'est les écrans de G-Sync standard, puis ça c'est les écrans de G-Sync Ultimate. Voilà. Marketing niveau 2, marketing niveau 3. Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bon, en attendant, retenez seulement que le 15 janvier, drivers NVIDIA qui vont sortir, qui vont permettre d'activer G-Sync sur les écrans FreeSync et d'avoir de la synchronisation adaptative avec une carte NVIDIA sur un écran FreeSync. Pas forcément obligé d'avoir G-Sync. Voilà. Il se peut que ça ne marche pas forcément bien avec tous les écrans, mais en tout cas il y a 12 écrans qui ont été certifiés sur lesquels ça va marcher de base et très bien. Et NVIDIA bosse pour rendre de plus en plus d'écrans FreeSync compatibles avec G-Sync. Voilà, retenez ça. L'autre grosse news de chez NVIDIA, évidemment, c'était les nouvelles cartes graphiques RTX 2060. On s'y attendait, un petit peu, pas trop, quand même pas mal. NVIDIA sort une déclinaison des cartes RTX avec la version 2060, qui est une carte qui est plutôt destinée à faire du 1080p 60 fps avec le ray tracing activé, ou qui va pouvoir faire également, je pense, c'est une carte qui peut très bien faire du 1440p 60 fps sans le ray tracing. Évidemment, c'est toujours l'architecture Turing gravée en 12 nanomètres. Ça utilise le même chipset graphique que la RTX 2070, mais ils ont enlevé une partie du GPU. Normalement, sur la 2070, on a 4 petits blocs comme ça, là. Et là, on a 4 GPC. Ça, c'est un GPC. Graphical Processing Center, je sais plus exactement, Core. On en a 4 comme ça sur la RTX 2070, on en a que 3 tuk tuk
Non, on en a 3. C'est juste qu'ils ont enlevé ces bouts-là. Quelle bande de bâtards. Ils ont laissé les 3 GPC, mais par contre, ils ont enlevé... tac tac, certains cœurs ici. Pop, 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 dans chaque GPC. Donc, c'est du GPU TU106 Turing. On se retrouve avec 6, tac tac, 30 SM. Donc, elle avait 6 streaming modules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en perd 6. Donc 1, 2, 3. Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On en perd 6 sur les 36 qui étaient sur la RTX 2070. On perd 2 groupes de render output unit sur les 8 qui sont présents. Et on perd 2 contrôleurs mémoire sur les 8 qui sont présents. Ce qui fait que la RTX 2060 possède 1920 Q d'accord, 120 texture mapping unit, 48 render output et 6 Go de GDDR6 qui sont du coup en 192 bits. Elle est censée arriver à partir du 15 janvier également, le même jour que les drivers, et les versions Founders Edition vont coûter 369 €. Voilà. Je pense que c'était 349 $, donc ça fait 369 €. Et donc je pense que cette carte pourra très bien faire du 1440p 60 fps sans trop de soucis, quasiment sans soucis. RTX 2060 84 fps en 1440p ultra sur BF5 sans le ray tracing. Voilà. Par contre, si vous activez le ray tracing, je pense que faudra plus jouer en 1080p 60 fps si vous activez le ray tracing. Donc une carte qui est censée venir remplacer un peu la 1060, mais en apportant la technologie de ray tracing sur la pile. Ce qui se passe, c'est que c'est pas forcément la seule carte qu'on attend de la part de Nvidia. Je vais virer cet article. Il se peut également qu'il y ait une 1160 qui soit dans les bacs. Et oui, une 1160, vous m'avez bien entendu. En fait, il se pourrait qu'Nvidia sorte une variante de la RTX 1060, enfin RTX 2060, mais sans le ray tracing, sans tous les RT cores, que ce soit juste l'architecture Turing, sans les Tensor Core et sans les RT Core. Et du coup, ça serait juste une alternative au RTX, pour ceux qui ne veulent pas le ray tracing, qui ne veulent pas les nouvelles technologies, d'avoir un refresh de la 1060, donc plus de performance, mais sans les technologies qui viennent avec le RTX. Et du coup, c'est pour ça qu'elle sera appelée GTX 1160. Ça aurait été teasé dans une machine faite par Lenovo, dans lequel il y aurait cette référence qui apparaîtrait là, Ça serait la GTX 1160. Donc, grosso modo, vous prenez le chipset de la RTX 2060 et vous enlevez les modules de ray tracing et le module pour le DLSS, donc les Tensor Core, et vous gardez juste l'architecture Turing et les Q d'accord de base, et vous aurez une GTX 1160, donc ce qui ferait une carte moins chère pour les performances d'une RTX 2060. Voilà. Et les deux seraient fabriqués par le même fabricant qui est TSMC. Voilà, voilà. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. J'ai plus de news concernant ça. Ça a été également revalidé un petit peu après. Notamment dans un... Je pense que c'est dans un PC portable de chez HP également, dans lequel ça a été montré. Mais il y a également une autre variante qui est apparue, qui est une GeForce GTX 1180. Vous vous en doutez bien, de la même façon qu'on aurait une 1160 qui serait une RTX 2060 sans les RT Core et sans les Tensor Core, une GeForce GTX 1180, ça serait une RTX 2080 sans les Tensor Core et sans les RT Core. Donc ça serait une carte graphique avec 2944 unités de shader et je pense que c'est 8 Go de GDDR6. Voilà, et qui coûterait moins cher que les RTX
2080. Donc voilà, il se peut qu'on ait deux autres cartes graphiques de chez Nvidia qui arrivent. Pour l'instant, c'est des grosses spéculations, mais il se peut qu'on ait en gros des variantes de l'architecture Turing qui sortent sans la partie RT, donc sans la partie Ray Tracing et DLSS, juste des cartes graphiques avec des culs d'accord purs et durs qui viendraient remplacer tout ce qui est 1060, 1070, 1080 pour les gens qui veulent pas forcément acheter des cartes avec les nouvelles technologies. Et donc ces cartes seraient proposées un petit peu moins chères. On parle ici d'une 1160, GTX 1160, et d'une potentielle GTX 1180. Donc deux potentielles cartes avec des coûts réduits par rapport à leur équivalent RTX, mais avec la même puissance sur les jeux classiques. Voilà. Donc ça peut être une excellente chose, une excellente chose. On va continuer, on va continuer, on va continuer. Il y aurait justement plus le DLSS ni le ray tracing sur ces cartes-là. Ça serait des cartes sans les technologies qu'il y a sur les RTX. Ça serait la principale différence entre ces cartes-là. On va continuer avec des PC portables, notamment de chez Acer, qui a proposé un PC portable qui est le Triton 9000, qui est un PC convertible, un espèce de petit PC assez étrange, un design assez étrange, qui reste quand même un PC portable, qui coûte environ 4200 €. Voilà, tout va bien. Et comme vous voulez le voir, c'est une machine un peu hybride, qui peut, vous pouvez retourner l'écran un peu comme vous le souhaitez, etc. L'écran peut pivoter à 180 degrés, vous pouvez l'incliner comme vous le souhaitez, grâce au petit bras qu'il y a sur le côté. Et d'un point de vue caractéristique, c'est un monstre de puissance. Parce qu'on parle d'un écran 4K tactile qui fait 17 pouces, donc un écran en 4K, compatible G-Sync. Et à l'intérieur, par contre, RTX 2080 avec 8 Go de VRAM, un processeur Intel de 8ème génération, possible d'aller jusqu'à 32 Go de DDR4, possible d'aller jusqu'à 2 SSD de 256 Go chacun, et possible d'aller jusqu'à un prix de 4200 € pour cette grosse bête. Ils ont également sorti des PC portables un petit peu plus un peu plus standard, voilà. Écran Full HD, 15 pouces. Jusque là tout va bien. Sur celui-là tout va bien quoi. Écran Full HD, 144 Hz, 15 pouces, qui peut aller avec une RTX 2060, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et puis un i7. Ou alors, on peut mettre un i7 et une RTX 2080. Jusque là, c'est un PC plus standard que celui qu'on a au-dessus. Il y a également Asus qui a sorti un PC portable qui s'appelle le Mothership GZ700. Qui est un PC aussi au design un petit peu particulier qui peut en quelque sorte se détacher. Donc, comme vous pouvez le voir, là c'est la version GZ775 qui est un PC comme ça, donc au design un petit peu look Republic of Gamer hein, qu'on connaît. Vous pouvez incliner le clavier, vous pouvez appuyer l'écran sur un petit stand, un peu comme les Surface Book de chez Microsoft. Mais chose la plus intéressante, c'est que vous pouvez retirer tout l'ensemble du clavier ici, le plier en deux pour en faire un clavier standard, plus standard et le poser où vous voulez. Voilà. Donc c'est assez étrange, mais c'est assez intéressant comme concept. Après c'est un PC qui coûte extrêmement cher, également avec des grosses caractéristiques. On est sur un écran Full HD cette fois, un peu plus raisonnable, 17 pouces, 144 Hz, avec G-Sync évidemment, dans lequel on a un i9 8950HK, donc overclockable, et un processeur haut de gamme avec un chipset graphique intégré, d'où le H, puis overclockable à cause du K, une RTX 2080 avec 8 Go de VRAM, on peut aller jusqu'à 64 Go de RAM à l'intérieur, Bluetooth, HDMI, USB 3.0, etc., Thunderbolt 3, voilà. Et ça sera disponible d'ici la fin du premier trimestre 2019. Voilà un petit peu des gros PC portables. Un petit peu gros. Ensuite, Razer. Désolé, j'ai tapé dans mon micro. Razer qui sort tout un set de périphériques qui sont censés vibrer
pour rendre les jeux vidéo plus immersifs. Donc c'est une gamme qu'ils ont appelée HyperSense, donc pour hyper sens ou sens hyper développé. Et en gros, il y aurait un casque, un clavier, une souris, et je pense que c'est casque, clavier et souris. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des moteurs haptiques dans ces périphériques-là qui vont, à partir du son qui se passe dans votre jeu vidéo, retranscrire et faire des vibrations à certains endroits. Il y a également une chaise, je pense, une chaise Razer qui est sortie et qui pourra aussi faire ça. C'est-à-dire que votre casque a un moteur haptique au niveau des oreilles, votre souris a un petit moteur haptique, le repose-poignet de votre clavier va avoir un petit moteur haptique et votre chaise, dans le dossier de votre chaise, il y aura un moteur haptique et en fonction du son et de sa provenance et de sa fréquence, c'est-à-dire que si c'est un son plus grave, etc., ça va souvent marcher avec des sons qui sont graves, tout ce qui est basse, etc., eh bien, ces moteurs vont s'activer pour vous faire ressentir ce qui se passe. C'est tout pour plus d'immersion. Apparemment, ça marche plutôt pas mal. Je suis extrêmement sceptique, mais après avoir regardé une vidéo de Linus Tech Tips qui en parle et qui a au final essayé, parce que je pense qu'il a fait une première vidéo où il a essayé juste le casque et il était vraiment pas convaincu. Par contre, il y a une vidéo où il est au CES où il essaye l'ensemble avec le clavier, la souris, le casque et le siège Razer. Et là, il disait, il y a quelque chose, ils tiennent quelque chose, c'est intéressant comme concept. On se sent vraiment plus immergé dans le jeu et c'est vraiment bien fait. C'est-à-dire que les sons, tu sens les sons, tu ressens le son. Quand il se passe un truc, tu le ressens en plus de l'entendre. Donc il dit c'est vraiment plus immersif. Par contre, c'est pas du tout fait pour tous les jeux compétitifs parce que du coup ça te distrait. Pour un jeu qui serait comme CSGO, Overwatch, Rainbow Six Siege, ça va te distraire. Par contre, pour tous les jeux solo qui jouent sur l'immersion et l'ambiance, là il dit ça peut vraiment être hyper intéressant. Surtout s'ils vont bosser avec les développeurs pour que ça réagisse encore mieux, quoi. Voilà, un truc qui pourrait être intéressant. Be Quiet qui sort un Dark Rock Slim, donc une version plus petite de leur ventirad haut de gamme qui est le Dark Rock et le Dark Rock Pro. Donc ils sortent le Dark Rock Slim qui pour moi vient concurrencer pas mal de ventirades. En fait, c'est qu'il y avait un gap dans les ventirades parce que soit tu prenais un Dark Rock Pure Rock, un Be Quiet Pure Rock qui était à 30 euros, 30-35 euros, ou alors un Cooler Master 212 Evo qui était dans les mêmes prix, soit après ça allait dans le haut de gamme, donc soit tu prenais un Noctua NHD15, un Dark Rock Pro 4, etc. Le seul à peu près milieu de gamme, il y avait un ou deux ventirades de chez Cooler Master, un ou deux ventirades Noctua, je pense le UHD12 et je pense un ventirad MSI. Mais Be Quiet avait absolument rien dans le milieu de gamme. C'était soit tu prenais du bas de gamme, du entrée de gamme avec le Pure Rock, soit tu prenais un low profile avec, ils avaient un ventirad low profile, mais c'est pas forcément pour tout le monde, soit tu prenais du haut de gamme. Là, du coup, ils proposent une version slim du Dark Rock qui, à mon avis, va faire le taf. On est sur un prix de 50 euros avec un ventilateur qui fait 135 mm, ce qui est plutôt pas dégueu. Et voilà, plutôt bien. On va assez vite parce que là c'est des news qui sont assez rapides. On parle de LG. LG qui a sorti et présenté lors du CES un premier téléviseur qui s'enroule. Voilà, donc c'est un écran OLED qui se range dans un caisson et qui, quand vous en servez, quand vous l'allumez, eh bien le téléviseur se déroule. Et en fait le caisson inclut également une barre de son. C'est-à-dire que c'est un système TV tout en un qui tient dans un caisson comme ça, là, assez long, etc. Parce que c'est quand même un écran, je pense, de 65 pouces. C'est quand même un bon caisson. Et du coup, votre télé se déroule et vous avez votre télé, votre barre de son juste en dessous. Voilà. Ça ressemble à ça. Je vous avouerai que d'un point de vue design,
Je suis assez sceptique. J'aime pas. Enfin, le caisson, je le trouve assez gros. Mais d'un point de vue technologie, c'est hyper impressionnant. Et voilà comment c'est fait à l'arrière. C'est-à-dire que c'est plein de petites lattes qui vont venir se dérouler. Voilà. Et l'écran va se former à l'avant. C'est assez, assez fou. Le premier téléviseur qui se déroule. LG l'a fait. LG l'a fait, et puis ils ont fait comme ça avec un écran de 65 pouces. Regardez ça. Si c'est pas magnifique. Voilà, ça se déroule et tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ensuite, on va encore un petit peu parler de Razer, juste très rapidement, puisque Razer se lance dans le marché des écrans. C'est quelque chose qu'ils ont annoncé lors du CES, avec deux écrans, je pense, différents. À moins qu'il y en ait seulement un. Non, il y en a seulement un. C'est le Razer Raptor, qui est un écran en 1440p, donc WQHD, avec une fréquence de 144 Hz, et qui sera compatible FreeSync, mais pas G-Sync. Voilà. Et il sera annoncé au prix, enfin il est annoncé au prix de 700 €, donc quand même un écran assez cher. Vous voyez qu'il y a du RGB à l'intérieur, il y a un système de câble management qui est plutôt bien pensé. Voilà, pour ceux qui aiment garder leur bureau propre. Il y a des espèces de petits racks pour ranger les câbles et Razer fournit des petits câbles et des connecteurs. Donc quand même assez intéressant. Assez intéressant. On a ensuite HP qui sort également un écran de 65 pouces. C'était la première fois qu'on voyait ce que Nvidia appelle les BFD, je pense, pour Big Fucking Display. Donc les écrans énormes pour PC, qui ne sont pas des écrans de télé, c'est vraiment des écrans de PC. Donc 64 pouces, un écran 4K en 65 pouces à 144 Hz, qui est compatible avec G-Sync. Donc ça c'est, voilà. Et en dessous vous avez également une barre de son. Voilà. Voilà. Qui va coûter 5000 balles. Voilà. Tout va bien. Vous avez même une Nvidia Shield qui est intégrée à l'écran avec une carte Wi-Fi. Tout va bien. Bon. C'était à peu près tout. On a 2-3 autres news qui sont plutôt légères, notamment le fait que par exemple Nvidia a annoncé son nouvel encodeur NVENC compatible avec OBS, qui est disponible seulement sur les nouvelles cartes RTX et qui est censé améliorer pas mal les performances et également le visuel des streams, qui du coup permet d'avoir un stream aussi bon que si vous encodiez en X264, mais avec un bitrate à peu près égal. Voilà. Parce qu'avant, encoder avec le NV encodeur, on avait généralement pour un bitrate égal une moins bonne qualité que si on encodait en X264. Alors que là, avec la nouvelle génération de cet encodage-là, la nouvelle itération de cet encodage-là, qui est seulement disponible sur les cartes Nvidia RTX, eh bien, on a une aussi bonne qualité que du X264 Medium avec cet encodeur. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas, comme vous voyez ici. Cette petite news-là, qui est quand même assez importante pour ceux qui font du streaming. Le fait que Radeon 7, ça va être dispo le 7 février. Le fait que la police de Pologne a arrêté un des directeurs exécutifs de chez Huawei parce qu'il le soupçonnait de faire de l'espionnage pour la Chine. Voilà, Huawei qui est vraiment dans le feu des news en ce moment. Parce qu'ils ont beaucoup de polémiques, notamment justement de revendre aussi des technologies militaires à la Chine, des technologies militaires propriétaires américaines qu'ils auraient revendues à la Chine. Donc il y a beaucoup de polémiques du côté de Huawei. Voilà, quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah bah oui la Asus RTX 2080 Ti Matrix, qui est la première carte graphique watercoolée avec un système de water cooling interne à la carte. Dans le sens où souvent, toutes les cartes water cooling que vous voyez, bah vous avez le bloc de water cooling, vous avez deux tuyaux qui partent et vous devez mettre un radiateur ailleurs dans votre PC. Vous comprenez le principe. Ça, c'était les cartes water coolées comme on les avait avant.
C'est-à-dire que vous avez le bloc de water cooling avec le radiateur ici, vous avez deux tubes qui partent et vous avez votre radiateur, blabla, avec votre ventilateur. Et ici, vous avez un autre ventilateur et le bloc de water cooling avec la pompe ici. Là, Asus fait mieux. C'est pas forcément plus efficace, parce que du coup, votre radiateur est plus petit, mais c'est beau. C'est beau, parce qu'ils font une carte tout en un, comme ça, une belle petite carte. Belle petite carte, assez sympathique au niveau du design, et bien dans lequel il y a un système de water cooling complet. Complet. C'est-à-dire que voilà, ça fonctionne comme ça. Vous allez avoir cette partie-là qui va être sur le chipset du processeur, au-dessus, enfin processeur graphique, au-dessus vous allez avoir un petit bloc avec un petit tuyau qui part, la pompe va être sur le côté, hop, ça va envoyer dans le radiateur qui est sur le côté, et ça va revenir au-dessus. C'est hyper ingénieux, c'est bien fait, voilà, c'est bien fait, et regardez comment ça marche. Toc 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 avec la petite pompe et tout. Et au final ça, eh bien ça tient là-dedans. Ça tient là-dedans et ça tient dans cette carte. Ça tient dans cette carte. Si c'est pas magnifique, la technologie est ce qu'on fait maintenant. Et enfin la dernière news, c'est on va parler de ce magnifique écran. Ce magnifique écran, le PG35VQ, si j'arrive à trouver un truc potable. Non, pas ça, hein, pas ça du tout, ça non plus. Bof. Difficile, hein, difficile la vie de youtubeur. Donc le PG35VQ, qui est un écran qui a été montré lors du CES 2018, du Computex 2017. Donc cet écran a été annoncé en 2017. Il y a déjà presque 2 ans. Et il a été remontré au CES 2019. C'est censé être un écran WQHD, donc 1440p, 35 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 200 Hz et Nvidia G-Sync et également du HDR. Voilà. Et je vous dirais que cet écran, je l'attends. Ça fait partie d'un écran que j'ai envie d'acheter parce que je regarde pour acheter un écran ultra wide comme ça. Sauf que les écrans que je trouve n'ont pas forcément un taux de rafraîchissement très élevé. Le max que tu peux trouver, c'est 100-120 Hz. Et je me dis que j'aimerais bien avoir un taux de rafraîchissement qui soit dans les 144-165 Hz. Sauf que ça n'existe pas en 1440p. Sauf que je ne veux pas descendre en dessous du 1440p parce que c'est ce que j'ai toujours eu. En tout cas, depuis pas mal de temps. Et du coup, je me suis dit, ah bah c'est cool, Asus va faire un écran. Et ça fait 2 ans qu'ils l'ont annoncé et ils ne l'ont toujours pas sorti. Voilà. Et voilà, c'était effectivement la dernière news. Donc, en attendant, j'espère que ce Tech Talk vous aura plu. C'était extrêmement long quand même, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur le CES 2019, beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'annonces de la part d'AMD, de la part d'NVIDIA, de la part d'autres marques, etc. etc. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Je vais changer de scène, évidemment, voilà. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis, à ciao, bonsoir.